Cette semaine, Valérie, c'est toi notre invitée. On souhaitait parler des nids de poules, toi et moi, parce qu'on le sait que c'est très critique présentement sur nos routes. Oui. On n'a pas eu de chance avec nos tentatives d'entrevue, mais toi, la semaine dernière, tu as travaillé sur un sujet qui fait énormément jaser dans la région depuis quelques semaines déjà même. C'est le passage de la collecte des matières recyclables aux 2 semaines sur le territoire de la MRC de Roussillon. Et on s'est dit que ça valait la peine d'approfondir ce sujet-là au balado parce qu'on le sait que le sujet des collectes, c'est toujours très populaire auprès de notre lectorat en général. Oui, et j'irais même jusqu'à dire que c'est émotif Mmh. dans le cas là, de ce que j'ai Mhm. pu constater Oui. là, au fil des derniers jours. Cet épisode est présenté par Brossard Hyundai. Ceux qui savent, savent. Je vais commencer avec une petite minute géographie, juste pour qu'on situe encore une fois les gens, parce que la MRC de Roussillon, ça se peut que ça C'est ne vrai. dise rien aux gens. C'est sur la rive sud de Montréal. Ça comprend 11 villes, dont Châteauguay, La Prairie, Saint-Constant, par exemple. Et là, comment ça se passe jusqu'à maintenant? On comprend que c'est pas facile pour tout le monde, là. Non, c'est clairement un changement d'habitude. On l'a vu avant que nous, vraiment, là, on se penche sur la question. Sur certaines pages Spotted de la région, il y a énormément de critiques là, de cette décision-là. Puis, de notre côté, ben, la semaine dernière, on a décidé de faire un appel à tous sur la page de Ma vie, ma région pour demander aux citoyens comment ça se passait, s'ils vivaient des enjeux ou non, ou si ça se passait bien, là. Mhm. Puis tu as reçu beaucoup d'appels, en tout cas de courriels, de messages. La boîte courriel débordait, là. Honnêtement, c'est la première fois, on en a fait là, des appels à tous Mhm. pour différents sujets au fil des ans, mais j'ai jamais vu une réaction aussi vive que Mm. par rapport à ce sujet-là. J'ai reçu en fait une quarantaine de courriels là, directement. Wow. Puis pour moi, c'est quand même symbolique. Puis en fait, ça continue de rentrer aussi. Là. Mm. Mais il y a une différence entre prendre 3 secondes, commenter sur un spotted d'un sujet X, puis de prendre le temps de formuler sa pensée, puis d'envoyer un courriel aux journalistes. C'est vraiment, je le dis, là, c'est un sujet qui tient à cœur les citoyens. Puis en plus des courriels que j'ai reçus ou des messages privés là, sur les différentes plateformes de nos journaux, on a 380 commentaires directement Wow. sur la publication de Ma vie, ma région. Puis qu'est-ce qu'ils disent essentiellement, ces commentaires-là? Ben, tu seras peut-être pas surprise que la vaste majorité des citoyens et des commentaires sont contre cette Mhm. décision-là. Et ils disent, principalement, c'est que ça fonctionne pas pour eux. Dans le fond, de nombreux citoyens me racontent que avant que ça passe aux 2 semaines, évidemment, ce qui veut dire avant, le camion passait chaque semaine là, pour ramasser les matières recyclables. Le bac était déjà pratiquement plein pour plusieurs. Donc là, en coupant de moitié le service, ils se retrouvent avec des surplus de matière et ne savent pas trop quoi en faire. Il y a beaucoup de citoyens qui m'ont dit que les surplus, ben maintenant, ils les mettent aux ordures. Donc, Mm. ils les jettent à la poubelle parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour les entreposer ou ils ne savent pas trop quoi en faire. Fait qu'on n'est pas plus avancé là, en faisant ça, là. Oui, c'est sûr que c'est ça. Je ne commenterai pas ce choix-là, Ouais. mais effectivement, techniquement, si c'est vraiment des matières recyclables, ce n'est Ouais. pas censé aller aux Mhm. poubelles. Mhm. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils les brûlaient aussi, les Ah, matières recyclables. OK. Bon, j'ose croire que c'est du carton et du Ouais, on papier. recommande pas non plus. Non, ni brûler du plastique, c'est Ouais. une très mauvaise idée. Ouais. La majorité des gens qui disaient ça, en fait, qui avaient vraiment des gros surplus, c'est souvent des familles nombreuses. Mhm. Ou aussi, ce qui est revenu à quelques reprises aussi, c'est des gens qui sont des travailleurs autonomes qui donc travaillent à la maison puis qui reçoivent de la marchandise à la maison, donc qui ont comme beaucoup de boîtes là, ou Des de colis, cartons. là. Exact, exact. Ouais. Fait que là, ça devient un enjeu parce qu'ils savent comme plus quoi en faire. Puis parmi aussi les commentaires qu'on recevait souvent, c'est on dénonce une espèce de contradiction dans le message. On dit recyclez, tu sais, faites votre part pour Mhm. l'environnement, mais dans le fond, on offre moins de services Mhm. de l'autre côté là, pour le citoyen. Je comprends. Mais là, qui a décidé ça? Il y en a plusieurs qui jettent la pierre à la MRC de Roussillon. Toi, qu'est-ce que ça a donné là, comme recherche que tu as fait de ton côté, là? Oui, puis certains peuvent penser aussi que c'est une décision des villes, Oui. mais dans le fond, la MRC de Roussillon, c'est elle qui est responsable de la gestion des matières résiduelles sur son territoire. Mhm. Mais la décision ne vient pas de la MRC de Roussillon, c'est une directive provinciale. D'ailleurs, dans le cas de la MRC de Roussillon, le changement de fréquence aurait dû être fait l'année passée, mais on m'a dit qu'ils se sont prévalus d'une clause du contrat là, pour reporter ça d'1 an. C'est comme s'il y a eu un sursis d'1 an, en OK. fait,
dans la région. Mais le changement s'est officiellement fait le 1er décembre 2025. Puis ça aussi, c'était une des critiques que j'entendais souvent. Voyons donc, juste avant le temps des fêtes. C'est vrai. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que c'est simplement parce que le contrat arrivait à échéance à ce moment-là. OK. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés de l'avant à cette date-là. Donc là, directive provinciale, c'est Québec. Dans le fond, on comprend qu'il a demandé de réduire la fréquence des collectes. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, en janvier 2025, on a commencé à beaucoup entendre parler de la modernisation de la collecte Oui. du recyclage Oui. au Québec. Le gouvernement a mandaté l'organisme Éco-entreprise Québec pour faire ça. C'est d'ailleurs eux qui avaient le mandat de simplifier là, ce qui va dans le bac. Oui, le fameux emballage contenant, imprimé, comme un mantra qu'on se répète. Exactement, puis Ce qui fonctionne recyclage-là. quand même. Oui. L'image est forte, puis effectivement, c'est exactement dans cette lignée-là. Donc, il y avait tout le volet de simplification de ce qui va dans le bac, mais la fréquence aussi embarquait là-dedans, là, dans tout le concept de la modernisation. Mais là, si on peut mettre plus de choses dans le bac, comment se fait-il qu'on réduise la fréquence des collectes? Excellente question, Audrey. Que j'ai demandé à Éco-entreprise Québec, comme j'ai dit, qui est maintenant responsable là, de la gestion du recyclage au Québec. On m'a dit en gros que c'est une question d'optimisation des coûts et aussi de réduction des gaz à effet de serre. Parce que dans le fond, en réduisant la fréquence, on réduit le nombre de camions sur la route. Puis on me dit aussi qu'avant, de façon générale, puis c'est à l'échelle du Québec, là, il pouvait y avoir des camions qui roulaient à moitié vide. Donc, en vraiment concentrant la fréquence des collectes, ben on fait aussi un coup de pouce pour l'environnement de cette façon-là. Pour ce qui est du nombre de matières qui est plus élevé dans le bac, parce que, comme on l'a dit, on a élargi ce qu'on pouvait mettre dedans, la porte-parole d'Éco-entreprise Québec me dit que sur le terrain, ça se passe bien. Là. Il n'y a pas de débordement dans d'autres régions où ça s'est passé. Par contre, elle n'avait pas de données précises à me donner à ce sujet-là. On m'a dit que très prochainement, Éco-entreprise Québec va faire le bilan de son année 1. Là. OK. Ce sera à suivre. Là. Donc, c'est pas seulement la MRC de Roussillon qui est touchée par cette nouvelle directive-là. Non, pas du tout. Comme je l'ai dit, dans d'autres régions au Québec, ça fait un certain temps. On peut penser aussi à Longueuil, qui est quand même une grande ville, qui fonctionne comme ça depuis un certain temps. Puis la MRC voisine de celle de Roussillon, qui est la MRC de Beauharnois-Salaberry, vient juste de célébrer son premier anniversaire, son vœu là, de fréquence de collecte aux 2 semaines. Ça fait 1 an, le 1er janvier, que c'est comme ça. Puis ça se passe comment là-bas? Est-ce qu'on rencontre les mêmes difficultés? Au niveau du changement d'habitude, ce que la MRC de Beauharnois-Salaberry m'a dit, c'est que oui, il y a eu un volume important de requêtes à la MRC par rapport au recyclage dans les 2-3 premiers mois, je dirais, du changement de fréquence. On me disait que c'était pas nécessaire. Oui, il y avait des critiques, là, que les gens n'étaient pas contents, mais souvent, la majorité des requêtes, c'était pour avoir des infos sur le calendrier des collectes. Puis aussi sur les façons de gérer les surplus de matières recyclables. Donc, c'était pas juste des gens qui se plaignaient. OK. Puis là, si on revient à la MRC de Roussillon, est-ce qu'elle aussi, elle a reçu autant de commentaires? Si l'appel à tous a été si populaire, on se doute qu'eux aussi, de leur côté, en ont reçu beaucoup là, des requêtes. Oui, je leur ai demandé. Puis, je veux dire, la MRC de Roussillon a vu aussi les commentaires sur nos plateformes des réseaux sociaux, mais je leur ai demandé, êtes-vous bombardés de requêtes? On m'a dit qu'ils ont reçu environ 500 appels avant les fêtes par rapport au recyclage. Puis la majorité des demandes, c'était pour d'avoir un bac supplémentaire. Puis on me dit que considérant qu'il y a 70 000 adresses sur le territoire de la MRC de Roussillon, mais 500 appels, ça reste relativement peu. Fait à leurs yeux, le changement, ça se fait quand même bien. OK. Puis là, est-ce qu'ils remarquent, eux aussi, plus de recyclage dans les ordures? Parce qu'il y a des citoyens qui t'ont dit qu'ils jetaient carrément leur matière recyclable aux poubelles. Là. Oui, puis je le répète, là, c'est quand même plusieurs citoyens qui m'ont dit moi, ça va aux poubelles. Là, là la MRC m'a dit que en fait, ils ne regardent pas vraiment, ils n'ouvrent pas les sacs de poubelle, là, ils ne vérifient pas le contenu des déchets, mais pour avoir quand même une espèce de comparaison, ils ont comparé le tonnage des déchets, donc le poids que ça a. Il n'a pas augmenté en décembre. Puis même en comparant avec décembre 2024, on me dit qu'il y a eu une diminution du volume de tonnage. Donc, ça se répercute peut-être pas tant que ça dans le bac. Puis, je peux peut-être faire un aparté. Ce qu'on me disait aussi, c'est que le fameux contenant imprimé, emballage, la MRC remarque
que souvent, il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas dans le bac, qui se retrouvent dans le bac. Fait qu'on me disait, c'est un peu pas off the record, mais tu sais, peut-être que finalement, ce qui devait aller aux poubelles, finalement, se retrouve vraiment aux poubelles et non dans le bac. Fait que Je il y comprends. a cette hypothèse-là aussi. C'est là. comme si ça avait ouvert toutes les possibilités de... Ouais, de... peut-être que le carton, finalement, va vraiment dans Ouais. le bac. Puis, on m'a donné certains exemples. J'ai eu reçu des photos de matelas, de stars qu'on mettrait Au au recyclage. recyclage. Ça va pas là. C'est pas Non. parce que c'est du plastique que ça va au recyclage. Là. Il y a toute cette éducation-là aussi qui demeure un enjeu. Là. Mais justement, qu'est-ce que les citoyens peuvent faire pour mieux gérer leur bac et éviter que ça se rende aux poubelles? Là? Oui, ben en fait, la première chose qu'on nous dit, c'est que si vous avez encore le fameux couvercle avec un séparateur, Ouais. là, il y a comme 2 petites portes, faites une demande à la MRC pour le changer gratuitement parce que vous allez gagner de l'espace. Mm. C'est plus utile, cette forme de couvercle-là. On répète de s'en tenir uniquement au contenant emballage et imprimé dans le bac, d'écraser, de plier, de découper les boîtes pour évidemment faire de la place Mhm. dans le bac. On peut mettre aussi les imprimés souillés dans le bac brun, donc celui qui va au compost. compost. C'est accepté. Puis ça peut même aider justement à gérer les matières organiques. Mhm. On recommande aussi de consigner ce qui peut être consigné. Donc, évidemment, les canettes, mais aussi les boîtes de boissons en plastique, jusqu'à 2 litres maintenant, peuvent être consignées plutôt que d'être recyclées. Ça, c'est bien, la consigne, mais encore faut-il qu'on ait des lieux de consigne à proximité. Là, on avait reçu le directeur ici de Consigne Action. On savait qu'il allait avoir plusieurs points dépôts qu'il allait éventuellement ouvrir, mais ça reste que c'est encore très limité dans la MRC. Là. Oui, c'est un peu un enjeu aussi sur le territoire de la MRC de Oui. Roussillon. Il y a les villes de Candiac, Châteauguay, Saint-Constant qui sont en attente d'une succursale de consignation. En fait, en ce moment, il y en a juste une à la Prairie. Mhm. Donc, c'est sûr que ça se peut que les gens mettent leur canette dans le bac parce que ça donne pas d'aller Jusqu'à à- la prairie. là. Exact. Ouais. C'est ça. Puis sinon, ben, le dernier conseil, c'est de réduire à la source, de réfléchir aussi peut-être à sa consommation pour que justement on produise moins de déchets. Encore là, il y a des gens qui me disaient, ben moi, j'essaie consciemment de faire attention à ma consommation, mais il y a aussi des enjeux de suremballage. Oui, Où c'est vrai. même si on essaie, on veut bien faire, mais c'est ça, dans ce qu'on achète, des fois, c'est très, très, très emballé. Bien, merci, Valérie. Je pense que ça fait bien le tour de la question. On invite aussi nos auditeurs à aller lire ton reportage dans Le Soleil de Châteauguay, dans le journal Le Reflet, avec de très bons témoignages. Puis, ben, bonne chance. J'ai envie de dire aux citoyens. Période d'adaptation, c'est toujours nécessaire quand il y a un changement comme celui-là. Mais bref. Tout à fait. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles rafales. Valérie, on revient aujourd'hui sur une disparition qui continue de préoccuper la communauté de Sainte-Catherine. C'est celle de Sylvain Birtz, un homme de 62 ans qui est toujours porté disparu depuis le 3 janvier. Et malgré de nombreuses démarches policières, aucune piste concluante n'a émergé jusqu'à maintenant. Selon la Régie intermunicipale de police Roussillon, Sylvain Birtz n'a jamais l'habitude de s'absenter sans prévenir, ni de manquer le travail sans aviser, ni de partir sans informer ses proches là, de ses déplacements. Devant l'absence de nouvelles, les policiers ont multiplié les appels au public au cours des dernières semaines. Oui, dimanche dernier, le 18 janvier, ils ont déployé un poste de commandement dans le stationnement du dépanneur L'Arrêt à Sainte-Catherine, sur le boulevard Saint-Laurent, donc à proximité là, du lieu de résidence de M. Birtz. Ils ont rencontré des citoyens pour recueillir de l'information. Malheureusement, à la suite de ce poste de commandement, aucune nouvelle piste jugée pertinente n'a été transmise aux enquêteurs. C'est ce que la police m'a confirmé ce matin même, en fait. Donc, les policiers invitent à nouveau les citoyens du secteur à vérifier leur terrain, leurs installations extérieures et à communiquer avec le service de police, évidemment, s'ils constatent quoi que ce soit d'anormal ou s'ils détiennent toute information là, concernant cette disparition-là. Mais il y a quand même un élément important là, qui est sorti la semaine dernière et qui a été confirmé par la police. Oui. Donc, Sylvain Birtz aurait été aperçu le 4 janvier vers 12h30. Donc, ses proches sont sans nouvelles de lui depuis le 3 janvier. Mais il y a un citoyen qui a alerté les policiers là, à l'effet qu'il avait vu M. Birtz en train de marcher sur le boulevard des Écluses en direction nord. Et dans ce même secteur, un citoyen a retrouvé sa tablette électronique.
Donc, l'appareil a été remis aux policiers et envoyé au module des crimes technologiques de la Sûreté du Québec afin d'être expertisé. Et les enquêteurs espèrent évidemment là, que cette analyse-là va permettre d'obtenir des indices sur ses déplacements ou ses dernières activités. Toi, tu étais là dimanche au poste de commandement et j'imagine qu'il y avait des proches qui étaient présents. Tu as pu parler à certaines personnes? Oui, évidemment, ça, il y avait plusieurs amis de M. Birtz qui étaient là et aussi son ami de cœur qui a confié vivre des moments extrêmement difficiles, là, évidemment, on le devine. Là. Elle disait elle avoir de moins en moins espoir de le retrouver vivant. C'est ce qu'elle m'a confié. Elle a aussi tenu à nuancer certaines hypothèses qui circulent sur les réseaux sociaux. Elle a expliqué que Sylvain Birtz avait vendu son équipement de pêche. C'était une des théories, en fait, qui circulait beaucoup, étant donné qu'il aime faire de la pêche sur la glace, qu'il aime aller marcher au récréoparc aussi à Sainte-Catherine. Il y en a plusieurs sur les réseaux sociaux qui disaient, mais ce qui est allé pêcher, puis peut-être que la glace a cédé. Mais elle pense que c'est peu probable. Il aurait vendu, en fait, son équipement de pêche. Donc, c'était plus nécessairement dans ses habitudes dans les derniers mois d'aller pêcher sur la glace. Donc, pour l'instant, la Régie de police Roussillon indique que les prochaines démarches, bien évidemment, vont être orientées en fonction des informations qu'ils vont recueillir. Mais là, on comprend que ça avance pas très rapidement. Je me permets de rappeler la description de Sylvain Birtz à nos auditeurs. Il mesure environ 1,73 m. Il pèse 68 kilos. Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Il parle français. Au moment de sa disparition, il pourrait porter un manteau noir de marque Nautica avec une inscription blanche verticale près de la fermeture éclair, ainsi que des bottes de randonnée noires, possiblement aussi de marque Columbia. Donc, si vous croyez apercevoir Sylvain Birtz, il faut composer évidemment le 911 immédiatement. Sinon, toute information peut être transmise directement aux enquêteurs de la Régie de façon confidentielle au 450-638-0911, poste 777. On en avait glissé un mot dans le dernier épisode, mais l'organisme Sécurité ferroviaire Rive-Sud a tenu un point de presse pour dénoncer ce qu'il qualifie d'angle mort majeur dans le projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. De quoi est-il question? L'organisme affirme que les impacts humains liés à l'augmentation du trafic ferroviaire sont négligés jusqu'à maintenant. Le nouveau terminal portuaire à Contrecœur entraînera une hausse significative du nombre de convois ferroviaires dans le secteur du tronçon Sorel du CN. Ce tronçon-là traverse plusieurs villes où il y a quand même beaucoup de monde. Là, on parle de Saint-Lambert, Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecœur, Sorel-Tracy. On anticipe jusqu'à 700 wagons par jour sur une infrastructure ferroviaire qui compte une seule voie. Sécurité ferroviaire Rive-Sud veut en fait tirer la sonnette d'alarme. Elle rappelle qu'il y a eu des études d'impact environnementaux sur la faune aquatique, les milieux naturels, mais que l'aspect humain est carrément écarté là, depuis le début du débat public. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par impact humain du projet? Ce serait quoi exactement? On parle de la sécurité, de la qualité de vie, du bruit, des vibrations, des interruptions de circulation aussi et de la cohabitation quotidienne avec des trains qui seraient vraiment plus longs et plus fréquents. Il y a des endroits où la voie ferrée est située près d'écoles, de milieux résidentiels, de résidences pour aînés. Il y aurait aussi une augmentation importante du transport par camion sur l'autoroute 30. Il y a aussi une étude qui est sortie là, qui questionne la viabilité économique du port de Contrecœur. Oui, ça n'a pas nécessairement rapport avec le point de presse, mais c'est sorti à peu près au même moment. Donc, c'est une étude commandée par la Société pour la nature et les parcs, le SNAP Québec, qui a été réalisée par le professeur Éric Pinault de l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et Henri Chevalier, doctorant à l'Université de Waterloo. Leurs recherches ont permis de constater que le volume de conteneurs en transit à Montréal est resté le même en 2024 qu'il y a 10 ans, soit environ 1,5 million. Donc, ce n'est pas un scénario de croissance comme on justifie en fait l'expansion du port à Montréal. Les chercheurs soulignent que la tendance du marché des conteneurs démontre que les navires sont de plus en plus gros et qu'ils se dirigent plutôt vers des ports capables de les accueillir qui sont plus près des océans et non pas dans le fleuve puis qui manqueraient de profondeur, en fait, pour accueillir ces gros porte-conteneurs-là. Ça demeure tout de même un projet important, autant pour le gouvernement fédéral que provincial, surtout dans le contexte économique actuel avec notre voisin américain. À suivre. À surveiller cette semaine, on va assister à l'inauguration d'une murale autochtone au CHSLD de Châteauguay. Et ce sera la 20e édition du Salon du livre jeunesse à Longueuil cette année. Notre collègue Joël Bergeron a assisté à la conférence de presse. Rendez-vous sur le site web du Courrier du Sud pour connaître tous les détails de la programmation.
Brossard Hyundai. Ceux qui savent, savent.